vidéo, peut-être comme dans les précédentes vidéos, faites partie de ceux qui n'hésitent pas à utiliser le concept de gauche-droite comme un concept encore valide. D'autres, notamment Alain de Benoît et d'autres, disent voilà, le gauche-droite c'est terminé, maintenant c'est populiste contre mondialiste, nationaux contre cosmopolite ou contre xénocrate. Voilà. Donc pourquoi conserver ce clivage gauche-droite comme quelque chose d'opératif pour vous? Déjà pour moi, l'avantage c'est que ça permet de clarifier les choses. En plus, moi en tant qu'homme de droite, homme politique de droite, j'ai envie que les choses soient claires et je ne supporte pas, par exemple, qu'on dise que les Républicains sont un parti de droite. Ça, je trouve ça absurde. C'est un parti de centre-gauche. Voilà, il y a un extrême centre hein, qui va de la, on va dire, de la moitié. Alors, moi j'étais militant LR, donc les militants sont de droite. Les cadres sont de gauche. Oui. Mais les militants sont de droite. Mais globalement, malgré tout, c'est les cadres qui font la politique du parti. Et sur les questions sociétales, c'est un parti de gauche. Sur les questions économiques, j'ai pas vu Sarkozy remettre en cause les 35 heures. C'est de gauche. Et en relation internationale, il y a un alignement complet sur les États-Unis. Donc je vois pas où est la droite là-dedans. Pour refaire un peu d'histoire. La définition de gauche-droite, elle naît à la Révolution française. C'est le droit de veto, le vote du droit de veto pour le roi. Donc les feuillants, donc les monarchistes constitutionnels, on va dire, sont pour le droit de veto, et la gauche, donc puisqu'à l'époque le Parlement était comme ça, et donc la gauche, eh bien elle est contre. Et c'est là où la notion de gauche et droite apparaît. Et après, il y a des permanences dans ce que fait la gauche, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Notamment l'exemple que j'avais pris, c'est la guerre aux tyrans. Ce sont les Girondins qui déclarent la guerre aux tyrans. Parce qu'ils estiment qu'ils ont un devoir sacré d'aller libérer les peuples, et que finalement, même s'il y a le sang français est versé pour cette fumisterie, c'est pas grave, le jeu envoie la chandelle et c'est notre devoir, une espèce d'exaltation absurde. Et cet impérialisme, la France n'est pas un pays impérialiste. Ça, c'est une grosse erreur d'Éric Zemmour, notamment d'imaginer que la France ait voulu succéder à l'Empire romain. C'est complètement taré. Et la France n'est pas un pays impérialiste à la base. Sur ces 1500 ans d'histoire, on voit par la guerre d'Italie, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Bon, il n'y a pas ça Charlemagne, mais là c'est un peu spécifique. Mais la France, après, en tant qu'État constitué après par les Capétiens, est le contraire d'un pays impérialiste. C'est un pays qui veut consolider ses frontières avec des objectifs géographiques très précis. Et qui veut s'adosser à des montagnes et à des fleuves. En gros, c'est ça. Et donc la France n'a pas du tout envie. Et la pulsion impérialiste, elle naît de la Révolution française. C'est idéologique. Et finalement, et ça se finit mal, ça se finit en 1815. Alors après, bon, je rentre pas trop dans le détail de la Restauration, du Second Empire. Mais ce qui est intéressant après, c'est de voir que les thèmes chers à la gauche sont repris à la naissance de la Troisième République. Encore une fois, le colonialisme, c'est de gauche. C'est Jules Ferry, qui est un des fondateurs de la Troisième République, proche de Gambetta. Donc, et il le fait au nom de quoi? Au nom du droit et du devoir des races supérieures d'aller apporter la bonne nouvelle aux races inférieures. Et ça, donc, c'est une pensée de gauche qui s'oppose à ça. Les nationalistes, donc la droite, et une partie de la gauche, il faut le dire. De la même manière que les Jacobins sont opposés à la guerre, déclarer la guerre aux tyrans. Mais c'est toujours une minorité à gauche. Et quand on regarde après dans la continuation de l'histoire, donc toute l'aventure coloniale en fait est portée par la gauche, même si à la fin, des hommes politiques de droite, se disant que la grandeur de la France est en danger, ont tout fait pour garder, on s'en fait les défenseurs de la colonie, mais finalement, celui qui envoie le contingent à Alger, c'est François Mitterrand. Donc c'est pas encore une fois, ça reste quand même un projet de gauche. Aujourd'hui, les idéologies qui font que la France va envahir des pays, bombarder des pays qui ne nous ont rien fait, comme la Yougoslavie, comme l'Irak, la première guerre en Irak, c'est la gauche, c'est François Mitterrand.
Lorsque Sarkozy va avoir une politique néo-impérialiste, il prend Kouchner comme Premier ministre, il prend Alain Juppé. Donc comme les affaires étrangères, donc c'est quand même c'est significatif. On n'imagine pas le général de Gaulle aller bombarder la Yougoslavie parce que soi-disant les Serbes sont méchants. Et voilà, donc cette politique-là, c'est voilà. Et donc je pense qu'au contraire, moi je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est bien définir ce qu'est la droite. Et comme dit Guillaume Bernard, donc la guerre des droites aura-t-elle lieu? Comme le dit Guillaume Bernard, être de droite et être à droite. Il faut faire la différence de ça. Et moi je pense qu'en plus, les échecs de la France de ces 200 dernières années, la gauche en est responsable. La droite est responsable parce qu'elle a été nulle politiquement, elle est incapable d'arriver au pouvoir, elle a été incapable d'ailleurs enfin, c'est très intéressant à l'histoire de la Troisième République. La capacité des monarchistes avec les bonapartistes qui seraient un peu les droites telles qu'ils sont définis par René Raymond, et plus les conservateurs, de se mettre d'accord pour créer un tronc commun et finalement avoir un parti conservateur sur le modèle pourquoi pas britannique. Et ça, il n'y arrive pas. Et finalement, ce qu'on observe dans la vie politique française à partir de la Troisième République, c'est un mouvement de sinistrologie. Et ce qui fait que il y a des gens qui arrivent dans les années 30, qui étaient considérés à l'extrême gauche dans les années 1870-1880, et qui se retrouvent à droite, alors qu'en fait ils n'ont pas changé. Et aussi pour le fait simple, c'est que les deux grandes ambitions de la Troisième République, c'est la déchristianisation, la persécution des catholiques, et la colonisation. C'est les deux grands projets. Et donc voilà, la droite est où à ce moment-là? La droite, elle est en réaction nationale, parce que déjà elle comprend que Gambetta et les radicaux en fait ont abandonné l'idée de reconquérir l'Alsace-Lorraine. Ça donne la crise du boulangisme, et où là on voit quelque chose qu'on retrouve un peu dans les Gilets jaunes, c'est-à-dire que la gauche républicaine patriotique très dure se retrouve dans la rue avec les monarchistes, nationalistes. Et c'est là en fait la véritable naissance du nationalisme, c'est ça, c'est sur ce titre. En France, c'est ça. Et ce que je veux dire en plus, c'est que c'est une spécificité française. Je critique la gauche française. Encore une fois, pour revenir sur ce qu'on disait sur Maduro ou Chavez, moi, Chavez m'est sympathique. En plus, c'est un ancien parachutiste, donc et c'est forcément un type bien. Mais le projet national qu'il porte est beau. L'indépendance nationale, etc., pour une nation relativement jeune, c'est plutôt bien. Après, le problème, c'est que c'est un marxiste socialiste, donc bon, ça va bien commencer, ça va finir par la ruine, évidemment. Mais globalement, la gauche vénézuélienne, quoi qu'il arrive, aura marqué l'histoire du Venezuela, et on pourra pas lui retirer ça. Même d'ailleurs la gauche, par exemple en Russie, donc le Parti communiste, porte des messages positifs, on va dire. Et notamment sur les questions de mœurs, sur les questions, le Parti communiste, sur les questions des mœurs, est plus à droite que le Front National. Il faut quand même s'en rendre compte. Et plus à droite que les Républicains. Donc encore une fois, moi je veux m'attarder sur la spécificité française. Et donc il est important d'expliquer ce que c'est que l'histoire de la gauche, de montrer qu'elle porte tous les échecs de la France de ces 250 années, est portée par la gauche. C'est incontestable. La collaboration, et ça je vais travailler la question, mais la collaboration est massivement de gauche. Et elle est en gestation déjà dans les années 20, dans les années 30, par le pacifisme, par la volonté fédéraliste, technocratique, Aristide Briand, qui déclare la guerre à la guerre. Le problème, c'est que pour faire la guerre, il suffit qu'il y en ait un qui veuille la faire. L'autre, s'il ne veut pas la faire, il va la subir. C'est ce qui s'est passé en France. Et donc alors, en revanche, là où la gauche française est forte, et je pense qu'elle s'en est toujours sortie, notamment dans son image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on parle de la collaboration, on pense que c'est la droite. Alors, idem la colonisation. Idem, voilà. Alors que les nationalistes, les cagoulards étaient à Londres,
Vous voyez les aristocrates qui vont en Union soviétique, de la Poip, par exemple, qui est un des pilotes de Normandie-Niemen, des aristocrates qui partent en Union soviétique pour voler dans l'escadrille Normandie-Niemen. Donc on voit bien que le réflexe nationaliste est bien plus sain vis-à-vis de l'occupant. Et ça, c'est très bien raconté d'ailleurs dans le livre de Bernoto, sur les collabos de l'Europe nouvelle. C'est que la défaite française est considérée comme une énorme opportunité par la gauche brillantiste, par le gauchocentrisme. Parce que, après tout, il n'y a plus d'idées politiques, on est déjà dans la volonté de dissoudre les nations, il y a le traumatisme lié à la Première Guerre mondiale, etc. Donc toutes les idées brillantistes, finalement, on voudrait une technocratie, un fédéralisme, et puis, ça tombe bien, la nation française s'est écroulée en 1940, on peut avoir rebâtir autre chose. Et les Allemands comprennent très bien. En 1943, il y a la Propagandstaffel, le département de la Propagandstaffel à Paris, qui publie un livre, En marche vers l'Europe, ça ne s'invente pas, et dans lequel il y a tout ce discours européiste qu'aujourd'hui, vous pouvez juste changer, retirer Adolf Hitler, etc. C'est la même chose, c'est-à-dire nous, les Français, les Allemands, on ne se connaît pas assez, vous devez nous comprendre pour qu'on crée ensemble une Europe nouvelle, et ça c'est ce qui fait que Vichy fonctionne et coopère, c'est justement le fait que les élites de gauche restent là. Alors c'est sûr que quand on parle de la collaboration, en fait on parle, par exemple sur l'Action française, on dit Charles Maurras qui était pétiniste, etc. Mais c'est pas Charles Maurras qui coopère. Ceux qui coopèrent, c'est ceux qui font fonctionner l'État, qui font lever l'impôt sur les Français pour payer les dommages de guerre exorbitants que l'Allemagne exige. Voilà. Et de toute manière, même si on prend la coopération littéraire, artistique, dire Sartre, mais simplement là où la gauche est habile, c'est qu'à la Libération, ils sont du côté des juges. Voilà. Et que finalement, on a cette épuration, il y a quand même 300 000 morts, je crois, où on va aller flinguer le maire du village, parce que de toute manière, parce qu'il était maire pendant l'occupation, donc il fait régner un système de terreur, et qui font que finalement la gauche réussit à échapper à ses responsabilités. La gauche communiste, qui attend le 21 juin pour se battre contre les nazis, même s'il y a des parmi les FTP, il y a des héros, je ne le nie pas du tout, la gauche, on va dire le gauchocentrisme, qui ça c'est le gros bataillon de la collaboration, alors ça c'est eux, et donc ils arrivent à échapper en fait à leurs responsabilités. Grâce à ça, parce que ils ont en même temps cette absence de scrupules, cette morale révolutionnaire, ce qui fait que est bon ce qui est moral ce qui sert à la révolution, là-dessus ils sont très forts, et aussi parce que dans notre camp il y a des gens qui ont voulu prendre sur eux le fardeau parce qu'ils voulaient défendre le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain qui est élu par l'Assemblée de Front Populaire, parce qu'il est considéré comme un honnête républicain. De la même manière qu'on l'en envoie à la place de Lyotet pendant la guerre du Rif, parce que Lyotet, on le soupçonne d'être, en tant que monarchiste, trop proche du roi du Maroc. Et donc, en fait c'est ça qui est aussi une problème, c'est que on peut parler du régime, on peut parler du régime de Vichy, etc. Mais globalement, la droite française, quelle qu'elle soit, n'a pas à prendre la responsabilité ni de la défaite, ni de l'occupation, de la collaboration, ce que disait Général de Gaulle dans ses mémoires en parlant de Laval. Les Américains voulaient mettre Laval. C'était extraordinaire. Et là, il voit là l'attelage de la défaite et de la collaboration. Et donc voilà, donc là, les gens de droite qui défendent à tout craint le maréchal Pétain, c'est n'importe quoi. Ceux qui vont s'expliquer sur la collaboration, c'est la gauche. C'est à elle de demander pardon, et si jamais il y en a qui veulent être dédommagés, qui s'adressent au Parti Socialiste. Donc qui aujourd'hui s'adresse à En Marche, qui est le véritable héritier en fait de ce gauchocentrisme. Et moi quand je vois par exemple Rugy accueillir Paroubi, l'idéologue nazi ukrainien, et en fait il le fait au nom du même principe, parce que il y a des bons nazis,
Parce que finalement, l'Ukraine qui est là, eh bien, est un contre-feu face à la Russie conservatrice, face à la Hongrie conservatrice. Et donc, après tout, on préfère avoir des nazis en Ukraine plutôt que des russophiles. Parce que voilà, ça sert le grand projet fédéraliste européen. Voilà, et dans ce cas, ils ont la capacité de hiérarchiser leurs ennemis prioritaires. Exactement. Contrairement à la droite, on dirait qu'ils n'arrivent pas à faire ça. Oui, tout à fait. Mais là, on voit dans l'histoire de la droite, moi je travaille surtout sur l'histoire de la gauche en ce moment française, mais l'histoire de la droite française n'est pas brillante. Hein. Incapacité de créer un parti, de se mettre d'accord, sur un minimum de programme pour sauver l'essentiel. Ça ne marche pas. Alors, quelqu'un qui serait plutôt de gauche, on pourrait dirait, est-ce qu'il n'y a pas une impossibilité de classe, presque? Est-ce que la droite ne défend pas quand même des intérêts? Et donc, finalement, c'est un type de population qui ne sera jamais révolutionnaire face au système, et qui finalement donc, ne peut pas proposer une alternative réelle à ce système. C'est ça, c'est la bonne question. C'est-à-dire, est-il possible de créer un parti de droite en France? Moi, je pense que l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, il a réussi à le faire. Il a réussi à faire en unifiant, donc au-delà des classes, et ça c'est moi en tant que catholique ça me va très bien, au-delà des classes, il a réussi à unifier les classes populaires et la bourgeoisie de droite. Voilà. Et la recette a été un carton pour les élections. En fait, c'est la stratégie Buisson. C'est ça, c'est la stratégie Buisson. La droite en France, c'est ça, en fait. Et la France est de droite. Mais la gauche est beaucoup plus maligne, beaucoup moins scrupuleuse, et ce qui fait que même quand elle perd, la gauche officielle, finalement, c'est un gouvernement de gauche. Ce qui est extraordinaire avec Sarkozy, c'est qu'il fait une campagne exemplaire, auquel j'ai pas cru un instant, je tiens à dire. Il fait une campagne exemplaire, et la première chose qu'il fait en arrivant, c'est l'ouverture à gauche. Kouchner, ministre des Affaires étrangères, j'ai oublié les autres, mais enfin, je veux dire, et on s'attend à l'idée de droite, il va remettre en cause les 35 heures, qui est la loi la plus stupide qui ait jamais été prise. Non. En fait, non, il fait toujours du bricolage, les heures supplémentaires détaxées, etc., etc. Parce qu'en fait, il y a une telle pression de la gauche. Ouais, ce qui m'a frappé également, c'est Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, socialiste de base, toujours été au Parti socialiste, sous Mitterrand, socialiste dans toutes ses conceptions, sur les conceptions sociétales. C'est lui qui a introduit la loi sur les 35 heures, qui est un truc délirant, qui fait que ça passe à l'époque de Jospin par Martine Aubry, c'est lui. Et en matière de relations internationales, c'est un atlantiste pur et dur. Donc ce type n'a rien de droite. Rien. Et il viande une malheureuse noire dans un hôtel, et là ça devient quasiment l'homme politique emblématique de la droite. C'est un truc complètement c'est complètement fou. Parce qu'il est riche. Voilà. Mais c'est pas le fait d'être riche ou pauvre. Moi, je vois très bien, quand vous voyez Michel Onfray. Michel Onfray dit aujourd'hui des choses qui sont quasiment même plus radicales que Marine Le Pen. Oui. Mais, pour pas qu'on l'accuse d'être un horrible, comme il le dit lui-même d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, Pétain, Laval, la collaboration, etc. Il dit, moi je suis de gauche. Oui. Donc je suis un être moral. Donc j'aime les pauvres et je n'aime pas les riches. Mais je dirais, Michel Onfray, il faudrait qu'il comprenne que quand il dit je suis de gauche, quand on voit l'histoire de la gauche en France, on a plutôt envie de vous jeter des pierres. Parce que, encore une fois, s'imaginer que la gauche, c'est ceux qui veulent du bien aux pauvres gens, et la droite, c'est ceux qui veulent prendre l'argent des pauvres, c'est la pensée Robin des Bois. C'est stupide. Et malgré tout, c'est tellement ancré. C'est tellement ancré qu'il n'y a pas un parti en France où... Mais justement, pour parler aux gens, à la population moins formée politiquement sur les idées politiques, mais notamment chez les Gilets jaunes, employer encore ces terminologies gauche-droite, est-ce que c'est pas mettre un frein face justement à pour aller directement dans ce clivage, voilà, population, oligarchie, enfin c'est peut-être si on réintroduit ce clivage gauche-droite, peut-être est-ce que c'est pas... Mais moi je pense que les Gilets jaunes sont de droite sans le savoir.
Et surtout, le problème, c'est que comme c'est un mouvement populaire, et que la gauche a toujours cherché à récupérer les mouvements populaires, on le voit les efforts désespérés de la France insoumise, en fait, si jamais vous n'expliquez pas ce qu'est la gauche, ben, finalement, oui, il faut peut-être aller voter Mélenchon. Et oui. Donc c'est important d'expliquer ce qu'est la gauche, et qu'elle existe toujours. Et encore une fois, les termes, moi j'ai défini trois axes. Je pense qu'on peut mettre un quatrième axe, mais relations internationales, concepts sociétaux, c'est-à-dire homosexualisme, etc., et économique. Et on peut rajouter aussi, maintenant, je pense, sur la sécurité. Ça, c'est quand même quelque chose qui est... Tout ce qui est lié à l'immigration. Oui. Aujourd'hui, quand on est de droite, on est contre l'immigration. Voilà. La droite est contre l'immigration. La gauche est pour. Celui qui a essayé de contester l'immigration, notamment sur la base d'un raisonnement marxiste, c'est-à-dire l'armée de secours du capitalisme, etc., George Kuzmanovic, il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Parce qu'il il critiquait l'immigration et qu'il voulait la hiérarchisation des luttes. Et alors, le fait de mettre encore une fois sur le même point, le même niveau, la GPA, la PMA, GPA et le fait que les Français n'ont plus de quoi se nourrir, n'ont plus quoi dans leur famille, ils sont dans le rouge au 15 du mois, ça c'est un truc de gauche. Et normalement c'est la droite qui devrait agir là-dessus. Et le CNR, finalement, dans l'histoire, le Conseil national de la résistance, vous, c'était de droite ou de gauche? C'était intéressant, c'était une... Mais je crois que le CNR, c'est un peu comme ce qu'on a appelé, d'ailleurs souvent à tort, l'Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale, c'était une nécessité. Moi, j'ai grandi dans l'anticommunisme le plus total, d'ailleurs, je pense que j'avais raison, mais il fallait bien trouver moyen de foutre l'allemand dehors, et pour qu'après on recommence à se disputer entre nous. Donc, je pense que c'est une nécessité tactique, stratégique, donc ça me choque pas. Mais après, une fois que l'allemand est parti, bon bah revenons où est-ce qu'on en était. Et bon, on en était que le socialo-communisme est inacceptable, et que donc voilà, on prend le combat comme avant l'invasion. C'est ça. Et d'ailleurs, pour revenir sur le côté vicieux de la gauche, par exemple, l'Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale est une foutaise. La gauche n'ouvre pas les postes. Je crois qu'il y a un seul ministre à un moment. Ils arrêtent juste de persécuter l'Église. Le temps de la guerre, parce que ils ont besoin, parce que là, comme c'est la guerre, les églises se remplissent, dès qu'on commence à avoir peur, on va voir le bon Dieu. Donc voilà, ils comprennent qu'il faut quand même arrêter 5 minutes de persécuter les catholiques, parce que l'ennemi est sur notre territoire. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'union sacrée au sein des instances gouvernementales, et sitôt la paix revenue, la gauche de nouveau, la première chose qu'ils veulent, c'est mettre fin, comme Mélenchon aujourd'hui, mettre fin au statut de l'Église dans les provinces retrouvées, l'Alsace-Lorraine. Il faut voir la France aujourd'hui dans une crise ontologique, et dans le programme de Mélenchon, son obsession, c'est il faut arrêter le concordat. Oui. Mais alors là, justement, est-ce qu'on n'est pas là sur l'impensé, peut-être le plus grand impensé dans la politique française, mais qui en fait est central, c'est le rapport au catholicisme. C'est en fait, vous parlez de gauche, mais finalement le cœur de cette idéologie, de cette religion de la République, c'est ça en fait. C'est de rejeter le christianisme pour le remplacer par autre chose qui est le droit. Les valeurs de la République. Voilà, les valeurs de la République qui sont en fait la religion des droits de l'homme, le mondialisme en fait. Ça a toujours été mondialisme en fait. C'est la République universelle en fait. La République française n'est qu'une étape vers la République universelle. En fait, je pense que c'était pas dans l'idée de tous les républicains, même ceux qui étaient de gauche, mais globalement, de toute manière, la conception de la liberté telle qu'elle est définie par la Révolution française, en fait, c'est de faire ce qu'on veut. Et donc ça déjà forcément ça introduit un problème de richesse, parce que si vous êtes riche, vous pouvez faire des tas de choses que peuvent pas si vous êtes pauvre. Donc, et si vous n'avez aucune limite, après tout, pourquoi pas changer de sexe, pourquoi pas, si vous en avez envie. Et c'était surtout dans cette idée qui est très liée aux Lumières, c'est-à-dire que
il faut libérer l'homme de ce qui le contraint. Oui. Ben, ce qui le contraint, c'est d'abord Dieu, ensuite c'est la famille, ensuite c'est la patrie, ensuite c'est la famille, ensuite c'est maintenant même la détermination sexuelle. Oui. C'est-à-dire que j'ai le droit de me libérer et ça va être remboursé par la sécurité, les opérations vont être remboursées par la sécurité sociale, et on explique aux gamins qu'il ne faut pas être transphobe. Oui. Est-ce que vous saviez ce que c'était qu'un transphobe à 10 ans, 12 ans, un transgenre? Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir envie de changer de sexe. Vous voyez. Et aujourd'hui, en fait, on amène ces thèmes-là, nos innocentes têtes blondes. On parle d'enfants LGBT. Oui, d'enfants LGBT. Mais en soi, c'est ce qui paraît délirant. Et là, je pense que la gauche, même la pire des gauches de l'entre-deux-guerres, je pense que si vous aviez raconté ça à Jaurès, Clémenceau, ou je pense qu'ils sont complètement tarés. Même l'avortement. La gauche est aussi horrifiée par l'avortement que la droite à l'origine. On considère que c'est un crime, que l'enfant à naître est déjà sacré, que c'est déjà une personne humaine. Mais finalement, la gauche va dans son cycle normal. Et c'est pour ça aussi qu'il faut désigner, comme dirait Carl Schmitt, hein, c'est la désignation de l'ennemi, et l'ennemi c'est la gauche. Pas les gens de gauche, la gauche, comme idéologie. Et je pense qu'il faut expliquer aux gilets jaunes, c'est qu'ils sont de droite sans le savoir. Et Parce que pour eux, ils vont imaginer, oui, la droite, c'est les républicains. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, après, le problème, c'est qu'il y a un discours de gauche qui domine dans toute la vie politique française. Enfin, vous lisez le livre de Marine Le Pen, Pour que vive la France, qu'elle a publié il y a quelques années. C'est toutes ces références. Yvan Blot d'ailleurs avait fait une belle recension, je crois que c'était dans Atlantico. Toutes ces références sont de gauche. Jaurès, Marx, etc. C'est stratégique un peu. Enfin, c'est pour essayer dans son esprit, mais ça, je dis, c'est d'épouser. Oui, voilà. On refuse. Je pense que le problème alors je ne sais pas trop s'il faut assurer d'être droite. Il n'est plus de droite dans grand chose en fait finalement. Mais ce que je veux dire, le problème en général, qui n'est pas celui conventionnel, c'est qu'en fait finalement on se définit par rapport aux critères de la gauche. Oui, oui. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Par exemple, toutes je crois que dans son bouquin, elle parle du rôle de l'Église en utilisant les vieilles anciennes de la gauche, qui opprimaient le peuple, des trucs délirants qu'aucun étudiant en histoire n'oserait même écrire dans une copie. Donc on est vraiment, et donc toute la vision de la gauche de l'histoire de France est reprise par Marine Le Pen, par Nicolas Dupont-Aignan, par tout le monde. Je pense aussi qu'il y a également de la paresse, ou de la paresse, ou en tout cas pas le temps de travailler sérieusement les thèmes. Ce qui est le problème de la politique, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le temps de lire. Et ce qu'il faudrait être capable de s'imposer d'ailleurs en discipline. Et au lieu d'expliquer, par exemple, que c'est la gauche qui a collaboré, etc., ça suppose de lire des bouquins, ça suppose de confronter ces idées, ça suppose de rentrer dans des débats qui finalement sont fatigants, et il vaut mieux reprendre quelques slogans et puis moi faire tenter. Moi, l'argumentation sur qui est bonne d'ailleurs, hein, mais qui a valu à Kuzmanovic sa place à la France insoumise, de dire que l'immigration c'est pour faire baisser les salaires, l'armée de secours du capitalisme. Moi, je pense que la raison première de l'immigration, c'est pas de faire baisser les salaires, c'est pas une volonté du patronat. Et d'ailleurs, ça marche surtout dans le bâtiment, dans les métiers simples, parce que finalement, d'ailleurs, ça a été étudié à l'époque, c'est que les immigrés dont voulaient les industries, notamment les fabricants d'automobiles, etc., c'était des Portugais ou des Espagnols. Parce que du point de vue linguistique, c'est plus facile, c'est des Européens, plus facile à assimiler, etc. Donc moi, je pense que la véritable raison de l'immigration, c'était de créer un nouveau lumpenprolétariat pour la gauche. Un électorat de remplacement, puisque les classes populaires, finalement, d'ailleurs, et encore une fois, Sarkozy l'a montré, il a réussi ça, la bourgeoisie de droite et les classes populaires sont de droite. Donc c'est-à-dire, c'est au moins plus de 60% du peuple français. Et
donc voilà, ça a été l'explication, on va dire, marxiste de l'immigration, c'est, oui, c'est en plus, d'accord, Bouygues était très content parce qu'il était dans le bâtiment, mais la véritable raison, c'est de trouver un nouveau lumpenprolétariat. Parce que, en fait, si vous voulez, dès que vous avez commencé à mettre un peu d'argent de côté, vous faites un emprunt, vous avez une maison, vous êtes plus un prolétaire, vous avez quelque chose, vous êtes enraciné. Et voilà, donc pour moi, la raison, c'est ça. La raison, c'est ça. Elle est politique et c'est une volonté de la gauche. Et alors, on parlait de religion, alors le pape François est-il de gauche, alors, selon vos critères parce que le problème il a, c'est que si la droite, c'est le christianisme finalement en France, si on se réclame du christianisme, on ne peut pas s'appuyer sur l'Église actuelle, donc donc il faudrait même l'Église, comme les partis de droite, à absorber et véhicule le discours de gauche selon vos catégories. En fait. Disons que moi déjà je considère que l'Église ne devrait pas prendre parti dans la vie politique du pays. Elle doit rappeler les fondamentaux, notamment sur l'avortement, c'est-à-dire en principe un catholique ne peut pas voter pour quelqu'un qui soutient l'avortement. Ça va limiter ça va limiter le vote. Hein. Il y en a qu'un aujourd'hui qui est contre l'avortement, c'est Jean-Frédéric Poisson. En principe, tous les catholiques devraient voter Jean-Frédéric Poisson. Sur cette question fondamentale, hein, encore une fois, c'est pas du tout qui est l'avortement. Et je parle en tant que leader politique. Après, il vaut mieux que l'Église se tienne à distance. Encore une fois, elle rappelle, mais qu'elle rappelle, moi j'aimerais qu'elle rappelle dans toutes les paroisses avant chaque élection, sur les questions sociétales, ce que pense l'Église. Et là, moi, je pense d'ailleurs elle retrouvera une vraie influence, et surtout elle ferait peur. Oui. Elle ferait peur aux hommes politiques et qui réfléchira deux fois avant de faire une nouvelle monstruosité bioéthique. Voilà. Mais malheureusement, bon, c'est pas un secret qu'avec la condamnation de l'Action française, eh bien, il y a eu un virage dans l'Église de France et que ça a donné des démocrates chrétiens. Pas les chrétiens démocrates, hein. Les démocrates chrétiens qui sont en plus, eux vont également être les fondateurs du fédéralisme européen. Oui. Mais c'est de la gauche. Ah, oui. C'est de la gauche, ça s'appelle les chrétiens de gauche. Donc est-ce que le pape François est de gauche? Bon, moi, en tant que catholique, déjà, je préfère pas trop juger les clercs. Mais son discours. Moi, ce que je veux dire, ce que j'ai plutôt faire, parce qu'en plus, le pape, il dit souvent, quelquefois, il se contredit d'ici 2 jours. Tantôt, il dit qu'il faut ouvrir les frontières, tantôt, il dit que finalement, c'est à la disposition des États. Je préfère beaucoup le discours du cardinal Burke sur l'immigration, il était clair. Il dit on peut pas demander aux États un État de prendre plus qu'il ne. Voilà, il n'y a pas d'obligation morale. Et je pense surtout c'est ça, mais ça aussi c'est également un problème qui concerne encore une fois la gauche. C'est que il y a des choses que vous faites en tant que vous personne, mais que vous ne pouvez pas faire vous en tant que ministre. Et par exemple, le bon ministre de l'Intérieur, on va dire catholique, il doit s'occuper du bien commun, il doit faire en sorte que les Français vivent pacifiquement. Donc quand on arrive à un moment où l'immigration met en danger cette paix sociale, eh bien il doit la combattre. Alors après, on peut la combattre de manière positive, c'est-à-dire aider les pays qui envoient des immigrants à se développer. Déjà ne pas leur faire la guerre, parce que la Libye et la Syrie, c'est quand même un peu nous qui avons mis le feu aux poudres. Déjà, ce serait déjà bien. Mais bon, sinon, il doit y avoir des immigrés clandestins doivent être arrêtés, ils doivent être renvoyés chez eux, voilà. Mais quand il rentre chez lui à la maison le soir, s'il voit un clandestin mourant de faim, et j'irais même pourchasser par la police, et ben son devoir de chrétien, c'est de l'abriter, quitte à lui-même risquer la prison. Alors, je fais exprès de caricaturer. Et ce que je veux dire, c'est que l'amour du prochain, c'est pas l'amour du genre humain. Lénine, c'est l'ami du genre humain. Il a massacré, et en plus, son idéologie à l'origine de la mort de dizaines de millions d'innocents.
Mais l'amour du prochain, c'est l'amour du prochain, c'est l'amour du prochain. C'est-à-dire c'est celui qui sent mauvais, qui est en bas de chez vous, qui vous emmerde parce que il est sur le pas de votre porte, voilà. Et là c'est de trouver la charité pour l'aider lui, quitte à mettre sa sécurité à soi en danger, voilà. Ça je pense que c'est chrétien. Et surtout aussi ne pas s'en vanter. Oui, oui. Parce que ça c'est très clair dans l'évangile, hein, quand donc justement c'est comment il s'appelle, le publicain qui est derrière au fond de l'église, qui est tout honteux, c'est lui qui a raison. Et celui qui se vante, moi, je donne des biens aux pauvres, je fais l'aumône, etc., il a tout faux. Et aujourd'hui, on est dans une société totalement déchristianisée, on est sous bien des aspects. Et moi, ça m'avait marqué, c'était les enfants de Don Quichotte, qui sont des fils de la haute bourgeoisie, qui arrivaient, qui donnaient des leçons au plateau. On voyait très bien que c'était les superstars. La starification de leur combat moral, de la même manière quand vous avez les stars françaises qui signent une pétition pour sauver, je sais pas trop quoi, la planète, le droit du climat, etc. Oui. Alors pour nous, c'est vraiment de gauche. Kouchner avec son sac de riz. C'est ça. C'est-à-dire, c'est le contraire de notre civilisation. Puisque nous, au contraire, si vous vous vantez d'avoir fait l'aumône, etc., vous n'en tirez aucun bénéfice devant Dieu. C'est la charité doit être quelque chose de discret, de fait avec humilité, qui ne doit pas vexer la personne à laquelle vous le faites. Et la manière de donner avec un sourire, ça c'est chrétien. Le pape François, c'est vrai que dans certains discours, on se demande s'il s'adresse à nous en tant que personne ou il s'adresse aux États. C'est ça le problème, c'est que si jamais il me rappelle à moi en tant que catholique que je dois aimer mon prochain, y compris celui qui fait la manche en bas de chez moi, qui sent mauvais, etc., et qu'il faut que je lui fasse un sourire, que je lui donne quelque chose, parce que c'est l'image du Christ en fait, c'est pour faire d'exégèse chrétienne. Ça me va. Mais si j'étais ministre de l'Intérieur catholique, eh bien, mon devoir, ce serait d'arrêter les clandestins et de les renvoyer chez eux. Et tout ça, j'espère, dans une politique globale. Voilà, c'est la différence entre aimer son prochain et aimer le genre humain. C'est beaucoup moins engageant d'aimer le genre humain en fait. Oui. Mais et en plus, il y a aussi cette dimension qu'on a quand même l'impression. Enfin, on aimerait que peut-être c'est aussi que ce qu'on nous montre, mais que les prises de parole du pape François soient plus tournées vers la transcendance, parce qu'en fait c'est ça, on a l'impression, enfin, on n'a pas besoin d'animateurs sociaux en plus, on a besoin de gens qui nous montrent, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà, et on a l'impression que c'est vrai que même tous les évêques français, chaque fois, on a l'impression que les interventions c'est toujours des choses mièvres, sur du social, sur des choses pas... Enfin, c'est pas ça qu'on attend dans l'église, quoi. Oui, surtout que, si vous voulez, les pauvres, c'est un moyen de notre salut. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi autre chose qui, à mon avis, et ça aussi, c'est une déformation de vertu chrétienne, hein, pour Chesterton, pour paraphraser Chesterton, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une dictature du faible sur le fort. C'est totalement paradoxal. Et c'est aussi un peu la justification des guerres humanitaires. C'est-à-dire qu'il fallait attaquer la Serbie parce que c'était la plus forte. Mais c'est pas une raison, quoi. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si, dans la mesure où vous êtes faible, vous avez un droit comment ça s'appelle, de domination vis-à-vis de celui qui est qui est en bonne santé, qui gagne bien sa vie, voilà. C'est pas une exigence du pauvre, c'est un acte de charité du riche vers le pauvre. Et encore une fois, qui doit faire beaucoup d'humilité avec ça. Il faut effectivement parler. Mais aujourd'hui, en fait, on a l'inverse, on a une espèce de dictature dictature du faible qui est là pour nous en fait, nous faire culpabiliser d'être en bonne santé. De la même manière que le discours de gauche qui est là pour justifier l'immigration massive, l'invasion migratoire, etc. C'est vous êtes rebus, vous pensez qu'à vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, c'est pas le cas. Les Français, la France n'est plus un pays riche, c'est un pays surendetté, avec 9 millions, je crois, de pauvres. Des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, donc ils sont pauvres aussi, ils sont malheureux, et ce serait bien que l'Église aussi, voilà, c'est très bien de s'intéresser aux populations qui souffrent dans le monde, mais quelquefois il n'y a pas besoin d'aller très loin. On a fait suite de se promener à Paris, dans le nombre de SDF,
on a ce qu'il faut. Au niveau des pauvres, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors pour revenir sur cette question du clivage gauche-droite, et des termes gauche-droite, quand on parle de droite, pour les gens, c'est ce qui empêche souvent d'utiliser ce terme, c'est les acquis sociaux, en fait, enfin, et le souci justement des pauvres. Voilà, donc, en fait, c'est en frais, c'est-à-dire mais je suis de gauche, donc je suis moral et je m'occupe des pauvres. Mais bon, déjà, encore une fois, moi je m'occupe de la France. Dans l'histoire de France, les premiers qui ont demandé des lois sociales, c'est les catholiques, ce qu'on appelait les catholiques sociaux. Alors ils ont échoué. Ils ont échoué, et ce qui fait que finalement le combat social a été repris par une partie de la gauche, et à l'époque l'extrême gauche, c'est-à-dire les socialistes, et ensuite les communistes. Mais, et d'ailleurs la forme typique que prend la gauche en France, c'est-à-dire finalement assez radicale, y compris dans ses modes opératoires, c'est dû à l'échec des catholiques sociaux. Mais les premières lois pour limiter le travail des enfants, ce sont les catholiques sociaux. De la même manière, le droit de vote des femmes. Mais est-ce qu'ils ne le font pas sous la pression de la montée du socialisme dans les classes populaires Non, si vous regardez les grands catholiques sociaux, Albert Demain, il y a vraiment un acte charitable. Et surtout, c'est souvent ce qui est intéressant, c'est que il ne constate pas que la misère physique, oui. Mais également la misère morale. Oui. Et là où, à mon avis, je pense qu'ils ont raison, c'est que souvent, ils s'aperçoivent que les deux sont liés. C'est qu'en fait, avec la déchristianisation, les gens, il ne leur reste plus rien. Non seulement ils sont pauvres, mais en plus, Dieu n'est plus là. Et donc, en fait, il y a une misère sociale qui, voilà, les gens s'effondrent complètement. Donc, et c'est pour ça que maintenant, il est vrai que la gauche française, notamment, il y a la semaine des 40 heures, les congés payés, c'est des acquis de 1936. Mais quand la gauche fait ça, déjà, c'est des choses qui sont demandées par les catholiques sociaux bien avant, et qui de toute manière sont aussi revendiquées par le Parti social français du colonel de Larocque, les organisations de femmes, etc. Et le droit de vote, qui est dans le programme du Parti social français, du fameux de Larocque, alors que la gauche s'y oppose. Et surtout, c'est au plus mauvais moment. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait favorable au congé payé, à la semaine des 40 heures. Je pense que 40 heures, c'est une bonne base. Mais vous faites pas ça quand l'Allemagne réarme. Vous faites pas ça en 1936. Ou alors vous le faites, mais vous le mettez en application. Quand les ouvriers allemands ils travaillent 50 heures pour préparer l'instrument industriel qui va nous rentrer dedans, voilà, mais c'est cette démagogie de la gauche en permanence qui a joué là-dessus. Et puis c'était aussi une manière de répondre au 6 février 1934, c'est-à-dire de cette république bourgeoise gaucho-centriste. À un moment, elle s'est dit, bon, il faut donner quelque chose quand même aux... Les régimes totalitaires environnants avaient donné des acquis sociaux beaucoup plus grands, et du coup, il y avait une concurrence... Exactement, et ça c'est un des problèmes français. C'est aussi le bilan noir de la gauche. Que, par exemple, le système social allemand sous Bismarck est un modèle du genre. Oui. Et on ne peut pas dire que Bismarck soit un homme de gauche. Mais influencé par justement les socialistes ou par Lassalle et par des gens comme ça, je crois aussi. Donc, il a su prendre... moi, je pense que ce que fait Bismarck, c'est surtout il voit le danger de monter de l'extrême gauche. Et il y a peut-être aussi la charité vis-à-vis du peuple allemand, je ne sais pas. Bon, je ne sens pas les reins et les cœurs, mais en tout cas, quand on regarde de manière objective, je pense qu'il a vu le danger de la montée de la gauche en Allemagne, et il s'est dit le meilleur moyen de tuer un œuf, c'est que ce soit nous qui portions la réforme sociale. Ce que je veux dire, c'est que les réformes sociales ne sont pas forcément liées à la gauche. Et qu'en France, c'est les catholiques sociaux qui les premières lois. Il y a un ouvrage qui a été fait justement sur les catholiques sociaux, on pourra peut-être mettre le lien dans la vidéo, mais ces réformes à la base, elles ont été portées. Et l'influence dans ce cadre-là, notamment du Zentrum, un parti allemand catholique, a été très forte. Et voilà, donc et le problème aussi, c'est que la gauche a réussi à faire croire que c'était elle qui était un parti progressiste. Alors qu'encore une fois, si les femmes en France n'ont eu le droit de vote qu'en 1945,
c'est à cause de la gauche. Oui. Et le droit de vote, des femmes, je suis favorable. L'avortement, non. Le mariage pour tous, non. Ça, et donc, et mettre par exemple, le droit de vote des femmes dans le même axe progressiste de l'avortement, oui. c'est totalement, enfin, c'est une malhonnêteté historique. C'est une malhonnêteté historique, mais c'est une logique idéologique. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'ils savaient que les femmes étaient conservatrices. Oui, voilà, c'est ce qu'ils disaient, elles vont trop comme leur curé. Mais donc, parce qu'en fait, on a quand même cette idée que sans l'influence de l'extrême gauche, pour dire historique, les avancées sociales ne se seraient jamais faites. S'il n'y avait pas eu cette pression, justement, la droite d'argent, de cette manière, aurait laissé les choses... Voilà, mais c'est bien le problème. C'est d'ailleurs que, en fait, quand on voit, donc, bon, on va prendre l'année 1936, qui est fondamentale pour les congés payés, pour la limitation du temps de travail, même si avant il y a déjà eu des lois qui ont été prises pour le travail des enfants, etc. Je dirais, la gauche aussi s'en sort parce qu'à l'intérieur, parce que chez elle, il y a des gens bien. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de donner une conférence à Tulle qui est organisée par le pôle alternatif communiste, si je me souviens bien, et il y avait le député Pranchère, FTP à 15 ans, qui un communiste, voilà. Et c'est quelqu'un de remarquable, et donc c'est aussi à cause de ça que la gauche s'en sort, parce qu'il y a eu des jeunes communistes de 15 ans qui ont pris les armes contre... voilà, mais... je pense que c'est à ces gens-là qu'il faut démontrer qu'en fait, ça va être très dur ce que je veux dire, mais ce qu'ils font bien, c'est de droite. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a une droitisation du Parti communiste français, qui devient national plutôt qu'international, et ce qui lui vaut d'ailleurs de se faire détruire par Mitterrand, attaqué par Bernard-Henri Lévy. Déjà dès mai 68. Parce que tout d'un coup, il se met à protéger les ouvriers français, y compris contre l'immigration. Et donc voilà, mais en fait, faut aller. Mais c'est pas ni gauche ni droite, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une droitisation du parti communiste. Donc, et encore une fois, les idéologies, l'idéologie de la gauche en France, elle est. Je pense que les critères que j'ai donnés en matière de politique internationale, économique, intérieure et sociétaux, ils sont assez clairs. Vous pouvez faire une grille, vous mettez les partis devant, et puis on va voir ce qu'ils vont dire. Parce que même aujourd'hui, en plus, par exemple, la nationalisation des moyens de production, c'est au programme de personne. C'est pas, donc aujourd'hui la différence elle est plus là-dedans. Il y en a peut-être qui veulent nationaliser les autoroutes, mais en gros on va pas demain nationaliser Peugeot, Renault, Citroën, c'est plus le sujet. Et de toute manière la masse de PME, TPE et d'entreprises de taille intermédiaire est telle en France que nationaliser tout ça c'est pas réaliste. Et en plus, il n'y a pas d'argent. Alors voilà, on peut confisquer. Mais donc c'est pas la question qui va aujourd'hui différencier la droite et la gauche. Et en plus, c'était une notion valable, on va dire, au moment du programme commun avec François Mitterrand, puisqu'il y a quelques nationalisations. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Mais en revanche, les autres critères que j'ai donnés, vous voulez faire la guerre au nom de la morale à des gens qui vous ont rien fait, ça c'est de gauche. C'est de gauche depuis que la gauche existe, depuis la Révolution française. Vous voulez, vous considérez que le libertarisme sociétal est une nécessité, c'est de gauche. Voilà. Vous trouvez normal que 57% du PIB français soit de la dépense publique, qu'on soit à 47% de prélèvement obligatoire, vous êtes de gauche. C'est incontestable. Voilà, et au moins on met, et surtout parce que le problème de la politique française, c'est qu'il n'y a pas de parti de centre droit. Il n'y a pas l'équivalent d'Orban, il n'y a pas l'équivalent de Poutine en France. Il n'y a pas un parti où prenons par exemple, appliquons ma grille à Russie Unie. Économiquement, c'est réduction du poids de l'État. Politique sociale, donc ça il y a les catholiques sociaux, il y a les orthodoxes sociaux, fiscalité très basse, et volonté, même si c'est difficile, parce que encore une fois l'héritage est lourd, de créer un entrepreneuriat
des aides, etc., etc. Donc là on est à droite. Sur le sociétal, alors malheureusement il y a toujours l'avortement, mais c'est en train de bouger, notamment dans certaines régions où ils ont fait un moratoire dans la médecine publique, c'est-à-dire qu'on ne pratique plus l'avortement. En revanche, sur tout le reste, c'est nickel. Et ils ont aussi un problème de GPA. Un problème de GPA, mais qui je pense va être réglé cette année. Mais sinon, sur le mariage homosexuel, l'homosexualisme en général, hein, la propagande homosexuelle dans les écoles, tout ça là-dessus, c'est très bon, donc plutôt de droite. Ensuite, guerre à l'extérieur, en fait, uniquement quand l'intérêt de la Russie est concerné. Et puis sécurité intérieure, c'est un modèle du genre. Il suffit de se promener à Moscou pour voir le niveau de sécurité et de propreté comparé à Paris. Donc voilà, ça c'est un parti de droite. Et sur le sociétal, il peut mieux faire, mais sur le reste, c'est un parti de droite. On peut appliquons aux républicains qui dit de droite, appliquons la grille. Donc guerre à la Libye, donc c'est Sarkozy, guerre à la Libye. Ils auront sans doute fait la guerre à la Syrie s'ils étaient restés au pouvoir. Mais bon, admettons. Donc ça déjà c'est donc de gauche. Ensuite économie, on a toujours eu les 35 heures. Il y a eu quelques petites réformes, mais globalement il n'y a pas eu de baisse de la dépense publique, l'endettement a augmenté, de gauche. Sécurité à l'intérieur, c'est pour ça que Sarkozy a perdu, c'est qu'en fait il y a eu encore plus d'immigration, encore plus d'insécurité. C'est son échec en fait, c'est ce qu'il a voulu. Voilà, il était élu pour ça. Et sociétaux, ils ont tout validé. Donc avortement, mariage pour tous, maintenant il est hors de question de revenir dessus. Voilà, donc en fait, c'est un parti de gauche. Ces 4 critères, c'est un parti de gauche. Oui, parce que c'est aussi ça qu'on a besoin, c'est que la droite, quand elle arrive au pouvoir, ne déconstruit jamais ce que la gauche a fait. C'est le principe du cliquet. Ouais, c'est-à-dire, je voyais très bien la réaction de la gauche après les lois sur le mariage pour tous. C'est-à-dire maintenant c'est la loi, on ne peut plus revenir dessus. C'est fini pour toujours. Oui, pour toujours, c'est cliquet, ça. On ne revient pas dessus. Et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs valu une des raisons pour lesquelles ils ont dégommé François Fillon. C'est que lui, il était pour réécrire la loi de mariage pour tous sur la filiation. Ce qu'à mon avis, il n'aurait pas pu faire d'ailleurs. Ouais. Parce que je vois pas comment il peut, à terme, empêcher les couples homosexuels d'adopter, etc., etc., dans la mesure où ils sont mariés. Ah oui. À mon avis, en Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, c'est ça. Mais au moins, il avait laissé entendre qu'il pouvait, que le cliquet pouvait revenir en arrière. Et ça, pour le régime, c'était inacceptable. On peut prenons les 4 critères pour le Front National, par exemple. Sur les questions de relations internationales, de droite. Ça, sortie de l'OTAN, indépendance nationale, pas de guerre, je crois pas qu'il y ait pas eu de volonté impérialiste, donc relations internationales clairement de droite. Économique, gauche, voire ultra-gauche. Remettre l'âge de la retraite à 60 ans alors qu'on est à 85 ans d'espérance de vie, c'est déjà une ânerie en 81, alors que maintenant on a pris 10 ans de plus, c'est une ânerie. Ne pas vouloir réduire la dépense publique, donc, du point de vue économique, le Front National est clairement de gauche. Sociétal, finalement, en fait, il valide tout. Alors, je pense que d'ailleurs, dans 3 ans, comment ça s'appelle, revenir sur la loi Taubira sera plus au programme. Et en sécurité intérieure, on ne les a pas vus à l'œuvre, mais on peut estimer qu'ils sont de droite aussi. Donc voilà, donc on voit, c'est fait quand même. C'est pas un parti de centre droit, encore une fois. C'est pas Russie Unie, c'est pas Orban. Mais par exemple, si on regarde en Italie, on a justement ce qui permet de gagner, c'est de dépasser quand même ce clivage gauche-droite. C'est d'allier Salvini lui-même a un parcours d'ailleurs intéressant, puisqu'il commence à la gauche, il est dans une sorte de gauche communiste indépendantiste en fait, et maintenant il finit à la tête du parti souverainiste, qui a même changé de nom, qui n'est plus seulement Ligue du Nord, qui est Ligue tout court. Donc arriver à faire et ensuite à faire une alliance avec le mouvement 5 étoiles qui à l'origine est plutôt a beaucoup d'éléments de gauche. Donc est-ce que c'est pas ça l'avenir quand même, d'arriver à réunir ces forces? Et pourquoi est-ce qu'en France finalement il y a toujours cette barrière que vous avez expliqué même avec Mélenchon qui renvoie Kuzmanovic, il y a une impossibilité d'arriver à joindre ces deux fronts en fait. Mais je pense que déjà que la gauche française est particulièrement radicale.
Totalement, c'est-à-dire le gauchocentrisme, ce que j'appelle le gauchocentrisme, c'est en gros le parti de Macron, et qui va de, on va dire, la moitié gauche des Républicains, et qui englobe Mélenchon, tout ce magma de gauche, est beaucoup plus radical, et beaucoup moins ouvert à la... Et ils sont vraiment, on voit très bien, quand ils sont là, à la limite, peu leur importe l'échec économique, mais chaque passage de la gauche au pouvoir, on doit faire avancer, notamment dans le sociétal. Dans le sociétal ou dans l'immigration. C'est aller encore plus loin, dans la dissolution de la nation. Et je pense que la gauche italienne n'est pas dans cette radicalité, notamment sur les questions migratoires. Donc je pense que c'est ce qui se passe en Italie est spécifique à l'Italie. Je suis bien content pour eux. Moi je pense que ce qu'il faut refaire, c'est ce qu'a fait Sarkozy. Alors Sarkozy nous a manipulés, enfin pas moi, mais il a manipulé son électorat, c'est-à-dire l'union de la bourgeoisie de droite, et c'est la vision de Buisson. C'est-à-dire une bourgeoisie de droite et classe populaire qui sont de droite sans le savoir. Mais là, on est au cœur du problème, c'est que quelqu'un comme Buisson, qui est intelligent, qui a compris ce qu'il faut faire, va donner finalement, en devenant conseiller politique d'une personne qui se présente donc de droite, va lui donner des éléments de discours, des éléments de discours pour séduire l'électorat de droite. Donc on est toujours dans cette problématique-là. C'est les hommes politiques de droite trahissent toujours. Bah c'est ce que dit Guillaume Bernard, c'est-à-dire être à droite ou de droite. Nicolas Sarkozy est à droite, mais il n'est pas de droite. Oui, voilà. Finalement, c'est un gaucho-centriste. Il n'y a pas grand-chose qui l'éloigne d'Emmanuel Macron, sur lequel il est plutôt tendre. Hein, Donc voilà, c'est pas il suffit pas de se dire de droite pour être de droite. Encore une fois, la grille que j'ai donnée, je pensais pas mal. Voilà. Bon bah oui, Sarkozy pour le mariage homosexuel, pour les 35 heures. Pour faire la guerre à la Syrie et à la Libye, et puis un échec complet en matière d'insécurité par lâcheté, et puis il met fin à la double peine. Oui. Et là, il fait le contraire de ce qu'il a dit, pour faire plaisir à la gauche. Hein. Donc, sur les 4 critères, il n'y en a pas un, il ne coche pas un seul. Voilà. Alors, moi, il peut me répéter qu'il est de droite tant qu'il veut. Je suis désolé, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et Wauquiez ne l'est pas, et... Vous voyez, par exemple, la liste européenne avec François-Xavier Bellamy, il est de droite. Il est de droite sur les questions sociétales. Voilà, oui. Pour le reste, c'est un homme de gauche. Oui. Il est fédéraliste technocratique européen. Il est... alors, je ne sais pas quelle était sa position sur les questions de guerre, mais visiblement, j'ai rien vu de... Non, ouais. C'est surtout que c'est... Aujourd'hui, le seul homme politique de droite économique, c'est Charles Gave. Oui. Alors, justement... Là, Nicolas Dupont-Aignan a cédé immédiatement sous la pression de la gauche, pour dire, en tout cas du politiquement correct, qui est de manière très rapide. Donc on voit aussi que, à nouveau, les hommes qui sont censés incarner la droite se couchent tout de suite face aux injonctions médiatiques et à la moindre pression. Je pense que, par exemple, justement, dans le discours ni droite ni gauche, est tenu à la fois par Marine Le Pen, par Nicolas Dupont-Aignan. Et ce qui est dommage, c'est que avoir Emmanuel Gave sur sa liste, c'était pour la première fois où vous aviez quelqu'un vraiment de droite, oui. Qui est de droite économique, qui était sur une liste. Donc c'est dommage, ça réduit le spectre politique, parce qu'encore une fois, moi ce que j'aime bien, pour faire une comparaison de nouveau avec Russie Unie, c'est qu'à l'intérieur de Russie Unie, vous avez des étatistes de 3 courants. Socio-conservateur, qui est le courant majoritaire, qui serait celui auquel j'appartiendrais, je dirais, si j'étais Russie Unie. Vous avez les étatistes qui, eux, pensent que l'État ne doit pas non plus tout lâcher, voilà. Et vous avez des libéraux. Donc, qui sont un peu les libéraux au sens économique du terme. Oui. Sur les questions sociétales, tout le monde est d'accord. Mais libéraux, comme Charles Gave, en fait, qui pour moi est la référence en matière économique. Et voilà. Et donc, ce qui est dommage, c'est que il y aura ce courant-là, qui, à mon avis, représente 60% de l'électorat français, ne sera pas présenté. Donc voilà, enfin sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan.
voilà, enfin, je le vois pas représenté chez les Républicains. Sur la liste du Front National, il y a des personnalités intéressantes comme Hervé Juvin ou Thierry Mariani. Mais bon, globalement, enfin, avoir Charles Gave était quand même, c'était une percée. C'est la première fois où on avait une droite économique, une véritable droite économique. Moi, j'avais justement entendu beaucoup de critiques du côté, enfin, dans le milieu souverainiste de cette percée-là. Ils disaient justement, en fait, de gens qui disaient on ne peut pas être à la fois contre enfin, le libéralisme est un bloc. C'est les gens qui vont vous dire le libéralisme économique amène forcément après le libéralisme sociétal et tout, et l'immigration incontrôlée. Mais il n'apporte jamais non plus de réponse à qu'est-ce qu'on propose pour que l'économie soit vivante et permette je pense que déjà le problème c'est que le terme libéral déjà ne veut pas dire la même chose partout. Oui. Par exemple, les liberals ou liberalné en Russie, en fait en France, si vous voulez traduire, il faut dire gauchiste. Oui, c'est ça. Oui. C'est surtout très axé sur les mœurs. Et le libéralisme en tant que système économique, de toute manière, il est tellement assimilé dans la culture. En fait, c'est l'économie de marché. C'est l'économie de marché. Mais la question c'est quoi? Il faut trouver un terme, il faudrait trouver un terme pour dire ça, mais on ne peut pas dire je suis économie de marché. Voilà. Mais moi j'aime bien aussi encore une fois ce que dit Charles Gave, il dit en fait c'est un rapport à l'État. C'est-à-dire que l'État n'est pas... on n'attend pas tout de l'État. Voilà, et surtout Charles Gave considère, il dit qu'on n'est pas dans un État de droit, on est dans le droit de l'État. L'État a tous les droits. Et on a voté. Donc ça, l'État a tous les droits et on a voté, comme ça c'est la dictature. C'est pas parce qu'on est élu à président qu'il peut tout nous faire, y compris nous éborgner, il n'y a pas le droit. Et donc, dans ce cadre aussi, le libéralisme que prône Charles Gave, effectivement, c'est un rapport à l'État. Et surtout, en fait, c'est la liberté d'entreprendre. C'est pourquoi se battent ces libéraux-là. Donc ça ne me dérange pas de dire que j'en fais partie. C'est que l'État met des conditions économiques pour que les entrepreneurs qui sont à la véritable richesse des nations puissent se développer. Et c'est eux qui vont créer une économie performante, c'est eux qui vont faire que les salaires vont augmenter, parce que l'économie française sera tellement performante que on va être en manque de manœuvre, et c'est peut-être là il va falloir faire venir des immigrés justement. Mais pour l'instant on n'en est pas là. Pour l'instant c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est une économie socialiste qui décline tout doucement, des usines qui ferment, l'appareil productif qui s'amenuise comme une peau de chagrin, et on n'en sort pas. Donc mais par exemple, si on voit, c'est un exemple tout bête, mais quand on supprime maintenant les caissiers dans les caissières, dans les supermarchés, des choses comme ça, finalement, comment dire, là les gens de droite, pour les droits économiques, ne voient pas forcément celui qui est le patron du supermarché, il s'en fiche de ça en fait. Donc lui il peut très bien, c'est ce genre de problématique là en fait qui est, je sais pas si disons que moi là-dessus c'est un peu comme l'invention de l'électricité qui a mis les fabricants de lampes à huile à la banqueroute. C'est ce que Charles Gave appelle, enfin il reprend ça de la destruction créatrice. C'est bien gentil, mais ça, c'est la destruction créatrice quand on est au-dessus, ça va, mais quand on est dedans, c'est quand même problématique. Mais ça je suis d'accord. Cela dit, normalement dans une économie performante, caissier c'est pas forcément le métier dont vous avez rêvé quand vous étiez enfant. Et surtout, c'est ça, toute ça. Voilà. Donc remplacer ça par une détection automatique RFID ou c'est pas forcément une mauvaise chose. Et même par exemple, vous voyez, comme moi j'ai travaillé pour la grande distribution, je connais un petit peu, mais aujourd'hui, en fait, l'hôtesse de caisse, on appelle ça hôtesse de caisse maintenant, et en fait, elle passe les produits, mais c'est la personne qui paye, qui va payer sur une machine à côté. Ah oui. Et déjà pour l'hôtesse c'est quand même beaucoup moins stressant parce que ce qui est stressant dans le boulot de l'hôtesse c'est des échanges d'argent, en jeu elle ne se fait pas, donc ça c'est un progrès. Après effectivement on ne supprime pas non plus. Voilà, mais ce que je veux dire c'est qu'encore une fois la technique va créer d'autres emplois, mais je suis d'accord qu'il y a des moments où cette destruction créatrice, qui de toute manière d'ailleurs est inévitable.
Oui. Encore une fois, les lampes à huile, il n'y avait pas moyen de les sauver. C'est vrai. Et mais quand ça se fait sur une génération, que ça s'étale, là maintenant c'est sous stress permanent. Oui, voilà, vraiment, après c'est la recherche absolue et puis surtout, non mais de toute manière, c'est bien gentil, c'est quand même sympa de parler à quelqu'un quand vous allez faire vos courses. Donc après, mais ça bon, il y a des chances qu'effectivement, je pense que la destruction créatrice, elle est quand même assez inévitable. Et, mais après, si l'économie est bien gérée, et surtout si elle est libre, je pense que au lieu d'être caissier, il y aura peut-être un boulot beaucoup plus intéressant. Voire même si on a la possibilité d'ouvrir son propre magasin. Voilà, ça permet. Il y a des tas de choses que permettent la modernité. Par exemple, le commerce grâce à Internet a pris un essor. Vous pouvez monter une petite boîte, vous pouvez vendre vos produits, vous pouvez même si en fait vous n'avez pas de devanture de magasin. Et par exemple, là dans le domaine que je connais un peu, le Amazon, c'est le rouleau compresseur qui détruit. À Paris, c'est un peu différent, on voit, mais dans les villes de province, les libraires se font rouler dessus. Donc c'est. Oui, mais après la question c'est pourquoi? Parce que c'est quand même sympa un libraire, quelqu'un qui vous recommande un livre que vous allez pouvoir lui commander, etc. Pourquoi est-ce que vous passez par Amazon? Parce que c'est moins cher, parce que aussi, ça on va rejoindre votre sujet, c'est-à-dire isoler l'individu, il sort plus de chez lui, il va plus faire ses courses. Mais c'est aussi parce que la fiscalité sur les entreprises est tellement élevée que moi, je vois très bien la ville de mon enfance, Troyes. Dans la rue principale, une des rues principales, la rue Général de Gaulle, il n'y a plus de commerce. Parce que on a construit des grands malls autour de la ville. Et aussi parce que si vous ouvrez un commerce, entre le loyer, les impôts, l'URSSAF, etc., aujourd'hui, un entrepreneur qui entreprend en France est un héros. C'est dit Charles Gave aussi, c'est un acte d'héroïsme qui crée des emplois, qui va payer des impôts, pour ensuite se faire traiter de raciste et d'antisémite quand il met un gilet jaune. C'est au niveau de la sanctification, il est sur la bonne route. Parfait. Merci Xavier Moreau et à bientôt. À bientôt.